Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Merci d'être avec nous. Comme chaque week-end, nous allons faire le point sur ce qui a marqué l'actualité. On va parler des polémiques autour des JO de Sochi, du pouvoir de l'armée israélienne en matière d'innovation et de l'avenir du journal français Libération. C'est parti. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous cette semaine Valérie Pérez. Bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes la directrice des sports à A24 News, du magazine Sport et du département des sports à A24 News. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie, c'est un plaisir. Sarah Koskavik, bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice au sein de A24 News. Merci beaucoup d'être avec nous comme tous les jeudis. Et enfin, Dror Even Sapir, vous nous avez manqué. Vous êtes analyste politique au sein d'A24 News et présentateur du magazine Tout est dans la presse. Vous allez nous être bien utile, notamment pour parler du journal Libération. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, les Jeux Olympiques ont commencé vendredi dernier à Sochi et avec eux, les polémiques n'en finissent plus. Et parmi les polémiques les plus remarquées, celles sur les droits des homosexuels qui sont beaucoup bafoués en Russie. En soutien à la communauté LGBT, un phénomène a éclaté sur le net, affiché sa photo profil avec des anneaux olympiques, mais aux couleurs du drapeau gay. Un récit de Laura Duhamel et Cyril Cohen. La loi russe anti-gay promulguée par Vladimir Poutine fin juin 2013 n'en finit pas de faire des émules. Cette loi interdit en effet toute propagande homosexuelle devant des mineurs sous peine d'amende et de prison. Si le président russe a insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de discrimination pendant les Jeux Olympiques d'hiver 2014 de Sochi, cette déclaration ne rassure pas pour autant les sportifs et les voyageurs présents dans le pays. Le Comité international olympique a lui aussi tenté de rassurer les visiteurs. La charte olympique prévoit que toute ségrégation est parfaitement interdite, que ce soit raciale, de religion, couleur ou autre, sur les territoires olympiques. Et donc, ça sera le cas, nous en sommes persuadés. Et les protestations continuent d'affluer. Parmi elles, l'association Réseau Égalité et l'illustrateur Sylvain Jean ont décidé de créer un avatar en soutien à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et trans-russe sur les réseaux sociaux. Plus d'une dizaine de milliers d'internautes ont alors... Valérie, on vous a demandé de venir évidemment parce que vous présentez le magazine Sport. J'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que ces Jeux Olympiques sont finalement les plus gay-friendly de toute l'histoire des Jeux Olympiques parce qu'on n'a jamais autant parlé des droits des LGBT qu'à Sochi. C'est-à-dire qu'en fait, Poutine a tellement voulu éloigner les gays de Sochi que finalement, ça devient, ces Jeux de Sochi, la tribune de défense des homosexuels. Alors, Google, dès le début de Sochi, a mis une page en affichant le drapeau gay. Il y a eu plusieurs vidéos très suggestives qui ont été postées sur le net, notamment Channel 4 qui a fait une vidéo très drôle. Et puis, l'Institut canadien pour la diversité qui a mis en ligne 2 athlètes de bobsleigh dans un corps à corps qui est très explicite, vous avez dû le voir. Avec Markel, le bobsleigh a toujours été un peu homosexuel finalement. Absolument. Donc on a l'impression, vous avez raison Julien, que c'est l'effet inverse qui est en train de se produire. Il faut dire que des manifestations dans le monde entier, on en a vu en soutien à la communauté homosexuelle. Ici même à Tel Aviv, on a vu les gens dans la rue avant Sochi. Donc on se doutait bien que quelque chose allait se passer. Sarah, est-ce que cette mobilisation qu'on a vue sur les réseaux sociaux, notamment la photo profil avec les anneaux de toutes les couleurs, enfin les anneaux aux couleurs du drapeau gay, a dépassé le cadre de la communauté gay ou est-ce que c'est vraiment que les homosexuels qui se sont mobilisés? En réalité, comme souvent sur les réseaux sociaux, rien ne rentre jamais dans un cadre. On a souvent abordé sur le web plusieurs manifestations en soutien à la communauté gay et lesbienne. C'est exactement la même chose en réalité. Moi personnellement, j'ai vu beaucoup de gens de mon entourage qui ont changé d'avatar en soutien. Des homosexuels ou sans vouloir faire de délation évidemment. De ce que j'en sais, non, mais a priori, voilà. Et ça a été également plus loin que cette communauté, mais aussi, moi j'ai eu vraiment beaucoup de gens dans mon entourage qui vivent en Chine, qui vivent en Russie. Du monde entier. Voilà, du monde entier. Et c'est assez intéressant parce que comme souvent, on soutient une cause qui nous est chère. Dror, le sport et la politique, c'est pas une affaire nouvelle. J'ai l'impression que chaque Jeux Olympiques a son lot d'affaires politiques. J'ai en souvenir, évidemment, Munich en 36, Berlin en 36, excusez-moi, Munich c'était un peu plus tard, 72 exactement, mais j'ai surtout plus récemment 2008 avec la Chine, les affaires des droits de l'homme. Alors est-ce que finalement Sochi s'inscrit dans la tradition ou est-ce que vraiment Sochi c'est vraiment différent des autres Jeux Olympiques? Non, Sochi s'inscrit effectivement dans cette tradition de politisation des Jeux Olympiques. Et ce qui est intéressant avec la Russie, avec cette affaire effectivement
de la répression des droits des homosexuels en Russie, c'est que la question se pose de savoir à quelle ère civilisationnelle presque appartient la Russie. On connaît le tournant très autoritaire que Vladimir Poutine a infligé à son pays. Et à travers les Jeux Olympiques, c'est toujours un petit peu une vitrine de ce qui se passe dans un pays. Lorsque des Jeux... et une tribune. Et lorsque des jeux sont organisés dans tel ou tel pays, eh bien, ça nous permet de prendre connaissance d'une manière un petit peu plus en détail de la situation politique de tel ou tel pays. Les droits de l'homme et les droits des homosexuels, effectivement, c'est un critère pour juger la liberté pour juger et pour faire rentrer dans telle ou telle catégorie de régime politique les différents pays. Valérie, vous voulez rajouter quelque chose, je crois, oui, au là-dessus, niveau ce sera le dernier mot de la fin sur ce politique, sujet. d'ailleurs, Barack Obama ne se déplace pas à Sotchi comme François Hollande. Et puis, Viviane Reding, la présidente de la Commission européenne, a tweeté qu'elle boycottait Sotchi parce que la Russie discrimine ouvertement les gays. Donc, il y a quand même eu un soutien politique important à travers le monde. Voilà, ce sera le mot de la fin de ce sujet. On va parler à présent de l'armée israélienne. Cette semaine, un article du journal Le Monde titré « Tzahal, l'école à start-up ». Rien de moins. Alors, nous en avons nous-mêmes jeudi parlé de notre dossier du jour. Nous avons parlé de la force de l'armée israélienne en matière d'innovation et surtout du fait que la plupart des grandes start-up israéliennes ont été fondées par d'anciens officiers de Tzahal. À titre d'exemple, l'armée israélienne, sur son site, avait publié en juin un article intitulé « Ces stars du high-tech qui ont porté l'uniforme ». Vous le voyez à l'écran. Et l'exemple de Waze était notamment cité. Dror, je me tourne vers vous. À la fin, dans l'enquête du journal Le Monde, il y avait une critique concernant le secteur arabe israélien, en expliquant que comme les Arabes israéliens étaient dispensés de service militaire, ils étaient aussi exclus du marché du high-tech. D'une part, est-ce que c'est vrai? D'autre part, est-ce que les Arabes israéliens souhaitent faire leur service militaire? En grande partie, ils ne le souhaitent pas, même si vous avez de plus en plus d'Arabes israéliens chrétiens qui le souhaitent. C'est un phénomène relativement nouveau, mais qui prend de l'ampleur. La plupart, la très grande majorité des Arabes musulmans, qui ne sont donc ni druzes ni chrétiens, ne souhaitent pas et ne souhaiteraient pas effectuer un service militaire. Alors c'est vrai que ça crée une espèce d'inégalité parce que au même âge, eh bien, des jeunes juifs israéliens qui sortent, pas de chaque unité d'ailleurs, C'était bien spécifique. Voilà, on n'acquiert pas un savoir-faire dans le domaine des hautes technologies. On parle de l'unité 8200 qui est une unité des services de renseignement militaire, il faut préciser. Voilà, une unité prestigieuse des renseignements militaires. Alors effectivement, les jeunes Israéliens qui sortent de 3 ou 4 ans de service dans cette unité sont tout à fait armés, dans les deux sens du terme, peut-être, pour se lancer dans le domaine des hautes technologies et des startups. Et ce n'est pas le cas des Arabes israéliens, mais ce n'est pas le cas aussi de la très grande majorité des jeunes Israéliens qui servent dans d'autres unités dans lesquelles, eh bien... c'est une élite, finalement. Voilà, on donne moins d'instruments aptes qui forment ces jeunes gens assez rapidement et assez efficacement au monde des hautes technologies. Mais ce qui m'a fait un petit peu sourire lorsque j'ai vu votre sujet, Julien, c'est que si toutes les personnes qui appellent au boycott d'Israël et qui disent pique-pente sur l'armée israélienne, on arrivait à boycotter toutes les nouveautés, tous les gadgets et toutes les applications dont ils se servent et qui ont été conçues par des anciens de l'armée israélienne, ce serait assez drôle à voir. Sarah, est-ce que d'après vous, on a parlé de l'innovation française mercredi, est-ce que l'absence de service militaire en France expliquerait le retard dans les hautes technologies? Ça nous arrangerait bien, mais non. En réalité, non. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Ce que Dror expliquait, c'est que cette unité donne une façon de penser, une rigueur de travail. On n'est pas le seul pays non plus à ne pas avoir d'armée militaire obligatoire, en tout cas. Alors, là, la question que vous me posez en réalité, c'est pourquoi la France est en retard technologiquement. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que la France donne le plein pouvoir, entre guillemets, aux grandes écoles pour former les futures élites. Et j'ai l'impression, Dror, dites-moi si je me trompe, que l'armée joue un peu ce rôle en Israël. Oui, effectivement. D'ailleurs, il n'y a pas véritablement de grande école de journalisme en Israël, si ce n'est la radio militaire Galei Tzahal, qui forme des journalistes. Et la plupart des journalistes importants du pays sont passés par cette école, entre guillemets, en effectuant le service militaire dans les rangs de la radio de l'armée ou du journal militaire. Sarah, je crois que vous dites un dernier mot sur ce sujet. En réalité, les startups en France, mais aussi les applications les plus connues dans le monde entier, sont souvent créées par des hommes qui sont développeurs, qui sont un petit peu geeks, qui ont développé une application chez eux. On a vu la preuve avec Flappy Bird il n'y a pas très longtemps. Donc je ne sais pas si c'est un rapport avec l'armée, mais peut-être avec... En Israël, ça, on a le lien, elle semble en tout cas être évident. On va parler à présent du journal Libération.
Alors on a parlé de cette semaine de la crise au sein du journal Libération. Je vous rappelle que les actionnaires veulent transformer le siège en un lieu culturel et le déménager la rédaction et faire de Libération un réseau social, ce que les journalistes rejettent. Dernière info en date, Nicolas Demorand, le directeur de la rédaction du journal, a démissionné pour, je cite, redonner des marges de manœuvre de négociation aux différentes parties. Sarah, la situation de la presse écrite est dramatique. Le directeur du service Monde, si je me souviens bien, du journal Libération était par téléphone avec nous. Il nous disait, nous, Internet, on connaît. Ça fait depuis 1995 qu'on a un desk Internet séparé de la rédaction presse écrite, donc on connaît, qu'on ne nous accuse pas d'être en retard sur notre temps. Visiblement, ça n'a pas suffi. Alors, la réalité, c'est plus compliqué que ça. Je ne pense pas que ce soit les salariés, ou en tout cas en interne de Libération ou de la presse écrite en général, que le problème ne vient pas de là. Le problème, c'est une question d'argent. Et l'argent, ça vient de l'annonceur. L'annonceur croit en la presse écrite parce qu'il y a une légitimité, un côté un petit peu plus prestigieux. Et sans annonceur, on n'a pas d'argent. Donc, on se retrouve sur Internet avec des sites comme Libération, mais aussi comme Rue 89 ou Slate ou plein d'autres sites d'information qui ont très peu de revenus publicitaires. Et c'est en ça que c'est compliqué. Mais je ne pense pas que ça soit antinomique et d'avoir un support papier et un support Internet. Dror, en quelques mots vraiment, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, l'avenir de la presse écrite, parce que je sais que vous terminez votre émission toutes les semaines en faisant allusion à la situation de la presse écrite. Qui existe encore. Qui existe encore, c'est votre mot de fin. Non, le problème, c'est pas seulement une question de contenant, c'est aussi une question de contenu. Effectivement, Libération a peut-être mal pris le virage de l'Internet et de l'information en ligne, mais aussi un problème de contenu. Julien et Sarah, je pense que vous approuverez ce que je vais dire. Libération n'est plus ce qu'il était. Lorsque j'étais un jeune étudiant en France, je lisais Libération quasiment tous les jours et je prenais un grand plaisir à le faire. Lorsque j'ai l'occasion de revenir en France et que je tourne les pages du Libé 2014, eh bien, parfois, les bras m'en tombent. Voilà, c'est un mot assez violent. Ça va vraiment... En quelques secondes, pour rebondir, justement, durant le manifeste de samedi dernier dans Libération, avec la fameuse une qu'on a vue à l'antenne, c'est ce que disaient aussi les journalistes, c'est que pour eux, ils ont toujours le même discours. Il est peut-être un petit peu modifié. Évidemment, on n'est plus sur une Libération de 1971, mais c'est parce que j'imagine que le discours évolue avec le temps. Mais quand je lisais Libération, c'était pas en 71. Je ne vous accuse pas de... Je suis obligé de terminer sur ce sujet pour qu'on ait le temps de voir les images sélectionnées par nos invités. Dror, quelle est l'image Internet qui a marqué votre semaine? Naftali Bennett, le ministre de l'économie et président du parti Foyer Juif en Israël. Alors voilà, il a posté une image où on voit le président du Parlement européen, M. Martin Schulz, dans son discours devant la Knesset, un discours qui a fortement déplu à Naftali Bennett et au parti de sa formation, puisqu'ils ont quitté l'hémicycle en plein discours. Et ce qui est intéressant, c'est l'usage que Naftali Bennett fait très très souvent de sa page Facebook. Ça a été publié sur sa page Facebook. Ouais. Il a expliqué en quoi les données présentées par Martin Schulz sur l'inégalité dans l'approvisionnement en eau étaient, selon lui, tout à fait des données tout à fait avec un lien YouTube vers sa réponse. Tout à fait fausses. Mais ce qui est intéressant avec le personnage Bennett, la manière dont il utilise Facebook et les réseaux sociaux pour se donner une image de leader politique très moderne. Ce qu'il est, c'est un homme qui est issu aussi de la haute technologie, de la high-tech dont on parlait tout à l'heure, et qui est issu aussi des meilleures unités de l'armée israélienne. Mais par contre, dans son parti, vous trouverez des gens qui sont beaucoup plus conservateurs et qui ont un rapport à cette modernité beaucoup plus complexe. Valérie, qu'est-ce qui a marqué votre semaine? Eh bien, moi, c'était le coming out de Michael Sam, Julien. Alors, vous savez, c'est un joueur de l'université du Missouri, un joueur de football. Il a fait un coming out, en fait, en décidant d'ouvrir son compte Twitter. C'est très courageux, le monde du foot américain, qui est normalement très rétrograde. Eh bien, ça a marché puisqu'il a été tweeté plus de 18 000 fois, vous le voyez. Et même la première dame américaine, Michelle Obama, a salué son courage dans un tweet de réponse. Alors, les mentalités seraient-elles en train de changer? On l'espère. On en parle dimanche dans Soir Week-end. Ça, c'est sûr. On ne passera pas à côté. Sarah. Moi, mon image cette semaine, c'est une image qui a été postée sur le compte Facebook de la Rush University Medical Center de Chicago. On y voit écrit dans la neige « Hi Mom, God bless you ». Bonjour maman, que Dieu te protège, avec un petit smiley dans le haut de maman. Et c'est le fils de 14 ans et le mari de Sharon Hart qui suit une chimiothérapie contre sa leucémie donc dans cet hôpital, qui ont écrit ça. Ça a été partagé, on est sur Facebook. Absolument. Partagé et liké des centaines de milliers de fois, et ça a surtout donné, ça a été posté par une des infirmières en fait sur le compte Facebook. Ça a donné le sourire au moins pour la journée à
tout le staff, tout le personnel hospitalier. En tout cas, c'est mignon comme tout. C'est mignon comme tout, oui. C'est encore un beau message d'espoir pour les malades. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Dror. Merci beaucoup, Valérie. Valérie, on se retrouve dimanche pour Sport Weekend. On reparlera de Michael Sam. Dror, rendez-vous aussi dimanche pour votre nouveau numéro de Tout est dans la presse. Et Sarah, rendez-vous tous les jours sur le web et dimanche aussi pour parler de NBA. Du All-Star Game. Du All-Star Game, absolument. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi pour de nouvelles informations en provenance du net. Passez un bon week-end. Bye, vous me manquez déjà.